Bienvenue tout le monde à l'Informel. Cette semaine, Marie-Michèle Ricard, qui est psychothérapeute et autrice. Elle a d'abord œuvré à aider des gens aux prises avec des troubles alimentaires, mais son sujet de prédilection actuel est l'acceptation corporelle sous tous ses aspects. Cet automne, elle a lancé son dernier livre intitulé De l'insatisfaction à l'acceptation corporelle, développer une relation plus positive avec son corps. Marie-Michèle Ricard, merci d'être avec nous. C'est un sujet qui me touche personnellement et puis qui touche beaucoup de monde, puis j'imagine qu'il touche pas mal plus de monde qu'on pense, l'acceptation corporelle. Mais d'abord et avant tout, pourquoi avoir choisi ce sujet-là parmi le nombre incalculable de sujets qu'il y a en psychologie? Ah, c'est une bonne question. Ben, tout d'abord parce que ça m'intéresse, là, tu sais, évidemment. Mais il faut savoir en fait que j'ai commencé en troubles alimentaires. Alors, quand j'ai commencé à pratiquer comme psychothérapeute, c'était vraiment ce qui m'intéressait. Fait qu'on est vraiment plus du côté de la pathologie, les comportements très sévères, le trouble alimentaire. Et rapidement, on s'aperçoit, en fait, quand on est spécialisé en trouble alimentaire, qu'évidemment, on touche à l'image corporelle, mais que l'image corporelle, ça touche justement, comme tu le dis, une population beaucoup plus grande. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a une problématique d'image corporelle qui va développer un trouble alimentaire. Et de développer une expertise au niveau de l'image corporelle, bien, ça permet justement d'aller travailler beaucoup plus en prévention, en sensibilisation. Et ça permet aussi de pouvoir aller chercher cette population-là qui n'a pas de trouble alimentaire, mais qui peut vivre une détresse assez importante. Parce que j'ai l'impression que ça chapeaute beaucoup de choses. Parce Ouais. qu'on peut aller, bon, soit dans les troubles alimentaires, mais on peut aller dans plein d'autres choses, même dans l'autosabotage, Puis, je vais prendre une petite expérience personnelle. Moi, je voulais faire de la radio quand j'ai commencé en communication. Jamais je voulais faire de la télé parce que je regardais les gens qui étaient à la télé et puis je me disais, ben non, j'ai pas regarde-moi la face, j'ai pas la face, j'ai pas la face pour faire de la télé. Pourtant, j'en fais aujourd'hui depuis des années. Puis à un moment donné, on vient qu'on s'accepte. Mais au départ, je ne pouvais pas me regarder en reprise, bien que j'avais de la misère à me regarder parce que, je ne sais pas, j'avais un certain blocage à ça. Puis en y pensant, j'y pensais en préparant l'entrevue, puis je me suis dit, mais oui, OK, on peut vraiment aller loin quand on s'aime pas. Puis d'ailleurs, c'est pas s'aimer. Même il y a des grands mannequins qui s'aiment pas. De la beauté qu'on adule partout, puis eux autres même, ils ont de la misère avec certaines parties de leur corps. Fait que ça va Exactement. loin dans la Mais psychologie. en fait, c'est que là, tu touches à bien des aspects, puis l'aspect que tu viens justement de nommer, c'est que l'image corporelle, c'est une perception. Puis une perception, là, c'est propre à soi, puis c'est très subjectif. Et c'est pas, oui, mais elle est belle, fait qu'elle n'a pas de problème d'image corporelle. Oui, mais il est beau, fait qu'il n'y a pas de problème d'image corporelle. Mais non, ça n'a pas rapport, pas en tout. Pas en tout. En fait, le seul lien qu'il y a, c'est quand tu as commencé justement à partager ton expérience, c'est que le lien avec la beauté, c'est notre perception personnelle. Donc, cette image corporelle-là qu'on va développer, elle est influencée par ce modèle de beauté-là, qui est un modèle de beauté unique. Puis ça, c'est très important de le rappeler, unique parce qu'on a, tu sais, on pourrait tous se fermer les yeux et dire, bon, ben imagine-toi, là, en gros guillemets, là, la femme parfaite, l'homme parfait, la personne parfaite, puis on aurait sensiblement toutes les mêmes caractéristiques, dans le sens où on le sait, c'est quoi ce modèle-là qui est envoyé par la société, par les médias, par les images, par les publicités. Ça ne veut pas dire que c'est notre conception nous-mêmes, mais ce modèle-là, envoyé par la société, il est à l'intérieur de nous. On a été surexposé par ce modèle-là et ça l'influence le regard, après ça, qu'on porte sur nous-mêmes. Mhm. De ce modèle-là, justement, il a été créé quand? Parce qu'on a l'impression, je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que ça a été créé un peu dans les années, mettons, 60-70. On a commencé avec la mode internationale. Mais il me semble que moi, dans les années 40-50, l'image corporelle était moins mise de l'avant, si on peut dire. C'était moins, peut-être pas important, mais on en parlait moins. Peut-être que c'était sous-jacent aussi, là. Ben, j'aimerais vraiment ça entendre plus un historien ou une historienne parler. C'est sûr que là, moi, j'ai le côté psychologique, j'ai pas fait d'études en anthropologie, puis je suis certaine qu'il y aurait bien des affaires intéressantes à découvrir là. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'à partir du moment qu'on a une société,
Donc, des gens qui vivent ensemble, il y a des normes qui apparaissent, ce qui est tout à fait normal. L'être humain fonctionne de cette façon-là. Et là, mais quand on applique ces normes-là à l'image, bien, on voit que justement, il y a un certain modèle qui se développe. Maintenant, par rapport à l'image corporelle, le modèle a évolué, a changé à travers les époques. Donc, le modèle qu'on a maintenant pour notre génération n'est pas le même que nos grands-parents ont eu puis que nos arrière-grands-parents ont eu aussi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a toujours eu un. C'est juste qu'il a changé avec le temps. Puis définitivement, oui, on en parle plus maintenant parce qu'on est davantage exposé. Si on regarde nos arrière-grands-parents, ben, ils n'avaient pas de télé. C'est bien difficile à la radio de t'envoyer une image. Alors, c'est sûr que l'arrivée de la télévision, puis de tout ce qui est visuel, rajoute sur le Sunday tout ce qui est réseaux sociaux. Définitivement, l'exposition devient surexposition à puissance 1000. Puis, on a été longtemps, même dans les médias, à ne pas montrer ce genre de diversité corporelle. On en parle beaucoup de la diversité corporelle, puis de montrer ça, que à la télé, autant dans les téléromans, on était longtemps, c'était des belles personnes. Il n'y avait pas personne qui avait un petit défaut ou un petit handicap. Là, on commence à en montrer. Ça doit quand même aider certaines personnes, justement, à dire, ben regarde, finalement, je ne suis pas tout seul à vivre mon problème. Oui, mais en fait, puis là, je te donne mon opinion. C'est sûr que c'est propre à moi. J'ai l'impression qu'on en parle beaucoup plus qu'on le montre. Fait qu'on est quand même dans une nouvelle ère. Donc, on parle de diversité corporelle, on dit que c'est important. Est-ce qu'on est rendu à montrer la réelle diversité? Personnellement, je ne pense pas. Je pense pas. Par contre, c'est sûr que c'est des choses qui sont lentes à changer, ça s'en vient, puis définitivement, on est sur la bonne voie. Fait que ça mon chapeau professionnel est bien content. C'est correct qu'on en parle de plus en plus, mais la diversité corporelle, en fait, là, c'est la représentation réelle des corps humains. Donc, plusieurs corps différents, pas 3 corps différents. Donc, en ce moment, ce qu'on remarque, c'est que ça commence, mais on est encore dans une exposition qui est très limitée. Ce qu'on veut, dans le fond, là, c'est que tout le monde puisse se reconnaître dans l'image, ce qui n'est pas le cas. Alors, tant qu'on ne sera pas rendu là, ça ne sera pas une réelle diversité. Ceci étant dit, c'est sûr qu'il y a des limitations, puis bon, on a plein d'obstacles, là, mais je pense que c'est quand même important de comprendre que la diversité corporelle, là, c'est la représentation réelle. C'est pas, ah, OK, on a vu une personne qui est un petit peu plus grosse. Vive la diversité. Non. C'est un pas dans la bonne direction, mais disons C'est que un c'est pas pas dans la gagné. bonne direction. Voilà. C'est pas gagné, on le voit. Et puis, mais ce qui me touche aussi, c'est que je me demande s'il y a des différences fondamentales entre les hommes et les femmes. Comment on se perçoit, sur quoi les hommes vont tiquer, tandis que les femmes vont faire comme non, finalement, c'est pas si important que ça. Et Oui. vice-versa. Oui, bien tu sais, d'abord, je pense que c'est important de rappeler que tout le monde peut être touché par des problèmes d'image corporelle, que ce soit n'importe quel genre. Après ça, c'est sûr que les études y ont été très binaires parce qu'il faut qu'on sélectionne des échantillons. Fait que là, c'est sûr qu'on a sélectionné population masculine, population féminine. Fait que ça reste binaire, là. Je commence tout le temps à m'excuser un peu au niveau du manque de diversité de genre, mais reste que les études, ils fonctionnent quand même de cette façon-là. Il y en a quelques-unes qui commencent sur des études non binaires, mais en tout cas, c'est très limité. Maintenant, effectivement, la différence, elle est dans la manifestation ou encore dans les insatisfactions corporelles. L'homme et la femme ne sont pas insatisfaits de la même chose, mais les deux, par exemple, peuvent être insatisfaits. Et ça nous ramène au modèle de beauté unique. La femme va être beaucoup plus insatisfaite par rapport au gras, par rapport au poids, par rapport aux formes corporelles qui nous ramènent là, on entend des fois la taille de guêpe, là, une espèce de 8 ou une espèce de courbe, mais placée à la bonne place. La femme va être beaucoup plus réactive aussi par rapport aux signes de vieillesse. La vieillesse, elle n'est pas bien perçue dans la société, surtout chez les femmes.
Chez les hommes, on va être beaucoup plus centré sur la musculature. Donc, on va vouloir développer davantage de muscles, avoir une espèce de trapèze là, au niveau du haut du corps, la mâchoire qui est plus carrée. Et au niveau de la vieillesse, ben, il y a un double standard où est-ce que l'homme est beaucoup plus mieux perçu, en fait, par rapport aux signes de vieillesse. Alors, tu vois, c'est présent chez les deux, mais ce n'est pas de la même façon dont c'est vécu. Maintenant, là, je te compare des statistiques, mais c'est sûr qu'il y a des hommes qui vont être beaucoup plus centrés sur le gras aussi, des femmes qui vont vouloir développer de la musculature. Tu sais, on n'est pas en train d'exclure, mais s'il faut qu'on compare, là, c'est un peu comme ça que c'est vécu. Mais j'ai l'impression que c'est persistant, ça. Ça de, les hommes, la musculature, il me semble que ça fait depuis des années, des années, des années. Puis pourquoi qu'on n'en vient pas à bout? Qu'est-ce qui fait que ça persiste? C'est encore... bon, oui, il y a des modèles qu'on nous expose, mais il doit y avoir quelque chose de plus intrinsèque, de plus profond. Il y a différents facteurs qui vont expliquer pourquoi une personne va développer des insatisfactions corporelles. Effectivement, ce n'est pas juste un problème de société. La société, c'est un des 4 grands facteurs. Après ça, on a des caractéristiques physiques. Fait qu'on sait que de par, biologiquement parlant, là, le fait d'être une femme, on est plus à risque de développer des insatisfactions. Au niveau du poids, on sait que plus le poids est élevé, plus la personne est à risque d'insatisfaction. L'âge de la puberté va avoir un impact aussi. Au niveau plus psychologique, on a des traits de personnalité. Alors, tu sais, au niveau de la personnalité, là, il y a une grande partie génétique, puis après ça, ça va être façonné à travers l'éducation, l'environnement de l'enfant. Alors, il y a un certain bagage, en fait, qu'on traîne, qui vont placer certaines personnes plus que d'autres. On pense entre autres au perfectionnisme, au conformisme. Ce sont 2 des caractéristiques là, où est-ce qu'on a observé que la personne était plus à risque de développer des insatisfactions corporelles. Puis finalement, ben, on a toute la notion d'expérience interpersonnelle. Comme par exemple, la personne qui va avoir grandi dans un environnement où est-ce qu'il va avoir eu beaucoup, beaucoup d'emphase mise sur le poids, l'alimentation, l'image. Est-ce que les parents suivaient eux-mêmes un régime quelconque, étaient très centrés sur l'importance de l'apparence, ont exprimé certains commentaires à l'enfant, ont peut-être encouragé l'enfant à perdre du poids ou à changer ses habitudes alimentaires? Est-ce que l'enfant, l'ado, a été victime d'intimidation à l'école en lien avec le poids? Alors, tu sais, c'est comme en fait des morceaux de casse-tête là, qui ensemble vont faire en sorte que la personne va développer des insatisfactions corporelles. Ouais, j'ai eu une amie comme ça, justement, sa mère elle mettait beaucoup d'emphase sur l'apparence, le poids d'ailleurs. Pour elle, les gens gras étaient des gens malades, bref, ou elle le disait peut-être pas aussi drastiquement que ça, mais à 12 ans, elle a mis sa fille avait 12 ans et elle l'a mis sur des régimes parce qu'il fallait qu'elle perde du poids. Elle avait Ouais. peut-être pas un poids énorme à perdre, si on peut dire, à l'adolescence surtout, mais ce que je remarque, c'est que ça a fait changer des choses dans sa perception, justement, d'elle-même. Et elle a toujours eu des problèmes avec la gestion de son poids par la suite, là. C'est... Exactement, mais tu vois, ce que tu nommes là, c'est un facteur qui est extrêmement important et c'est ce qu'on appelle la stigmatisation par rapport au poids. Alors, en voulant bien faire, cette maman-là, probablement très remplie d'amour et de bienveillance envers son enfant, s'est dit dans sa tête, c'est pas vrai que ma fille va souffrir. C'est pas vrai que ma fille va vivre et va faire rire d'elle ou elle va être perçue de cette façon-là par les autres, quand finalement, bien, cette mère-là, elle-même, elle était empreinte de ce stigma-là qui est une grosse personne, c'est sale. Une grosse personne, c'est mauvaise. Une grosse personne, c'est malade. Et là, il y a comme plein d'adjectifs, en fait, qu'on peut associer à ce poids-là. C'est un jugement. Ce n'est pas la réalité. Mais ce qu'on sait, c'est que la société vit avec ce stigma-là. C'est très présent dans la société, la stigmatisation liée au poids. Et là, on parle d'un jugement, donc ça fait partie, moi, de ma façon de penser, mais en fait, ce qu'on remarque, c'est que ça peut avoir un impact sur les comportements que je vais développer moi-même et sur les comportements que je peux encourager chez mon enfant, ton exemple avec la maman et sa fille. C'est très lourd de conséquences. Ça l'envoie le message que le poids, c'est vraiment important, qu'on peut le contrôler avec des actions et que c'est mal que notre poids augmente. C'est tout à fait faux.
Pourtant, c'est normal, on grandit, on vieillit, c'est normal que le poids augmente jusqu'à une certaine manière. Les enfants passent de l'enfance à l'âge adulte. C'est normal que le poids augmente. C'est sûr que, bon, on essaie de bien manger, d'avoir quelque chose qui est... de bouger aussi, l'importance de bouger, ça reste aussi que on développe ça, mais justement, si le corps est fait biologiquement d'une certaine manière, j'imagine qu'on ne peut pas éviter. On a notre ADN. On peut pas exactement, on peut pas éviter le poids. Le poids, là, ça fonctionne sous un programme, une programmation génétique. On a très, très peu de contrôle sur le poids. Le contrôle qu'on a, là, c'est minime. Oui, les habitudes alimentaires vont être importantes et l'exercice physique. Mais à part ça, il y a beaucoup d'autres facteurs qui sont responsables du poids d'une personne, dont la génétique, le métabolisme, les médicaments, tout le facteur socio-économique, la gestion du stress, le manque de sommeil. Il y a énormément de facteurs qui sont responsables du poids. Et c'est ceux-là qu'on oublie. Et on envoie le message, puis il y a plusieurs personnes qui croient à tort qu'on a l'entière responsabilité et le contrôle de notre poids, c'est-à-dire, si tu veux perdre du poids, puis en d'autres mots, tu devrais perdre du poids, mais mange mieux puis bouge plus. Et ça ne fonctionne pas de cette façon-là. Ça a été démontré à maintes reprises que ça ne fonctionne pas de cette façon-là. Fait que tu parlais d'enfants tantôt. Bien évidemment, quand on regarde la trajectoire développementale, c'est sûr que le poids de l'enfant va augmenter. C'est un être humain. Son corps va évoluer puis il va changer. Mais on sait que si génétiquement, son corps est programmé pour développer un poids qui est plus élevé que la norme à laquelle la société s'attend, peu importe ses comportements, c'est ça qui va arriver. Et puis, souvent, à voir ça, si on voit que les gens, ils nous regardent, souvent, il y en a qui peuvent développer, exemple, des troubles alimentaires, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Trop manger, surmanger, la boulimie, l'anorexie, on peut en développer pas mal. Mais on peut rien y faire. C'est ça qu'on peut, comme tu disais, on peut à peine contrôler ça. Bien là, le trouble alimentaire, c'est la maladie en fait qui va s'être développée. C'est sûr qu'on a un contrôle sur l'aide qu'on va décider d'aller chercher, les choix après ça qu'on va faire de s'investir dans un cheminement, dans une thérapie. Mais c'est sûr que si tu fais référence au poids, on a très peu de contrôle sur ce poids-là. Et c'est malheureux en fait parce que les personnes justement qui à la base ont une insatisfaction corporelle, qui ont après ça certains traits de personnalité qui vont les mettre plus à risque de développer un trouble alimentaire, puis là, rajoute dans la balance tous les autres facteurs là, qui doivent être présents pour qu'une personne développe un trouble alimentaire. Il y a énormément de détresse après qui va suivre. Quand le trouble alimentaire est en place, la personne, elle est malade. C'est une maladie, un trouble alimentaire. Et là, tu nommes l'anorexie, la boulimie, il y a l'hyperphagie aussi qui existe, puis il y a tout ce qu'on appelle le trouble alimentaire autrement spécifié. En d'autres mots, ce sont des troubles alimentaires associés à une grande détresse, mais qui ne sont pas classiques entre guillemets. Tu sais, la checklist, dans le fond, là, il manque peut-être une case, mais ça reste un trouble alimentaire. On pense entre autres à quelqu'un qui pourrait présenter une anorexie, mais où est-ce que le poids n'est pas nécessairement en sous-poids, donc il n'est pas faible. Pourtant, la personne a des comportements alimentaires qui sont extrêmement problématiques. Elle a une peur de prendre du poids, puis dans le fond, elle cote partout ailleurs. Et c'est le même cas, en fait, pour plusieurs autres troubles alimentaires. Fait que dans le fond, là, ce qu'on retient, c'est qu'il y a comme bien des troubles alimentaires qui existent, qui sont tous associés à une détresse, et ils sont pas mal tous associés à une insatisfaction corporelle très importante et un désir, un contrôle de ce poids-là. La personne essaie de gérer sa vie, ses conflits, ses émotions, peu importe, à travers ce contrôle-là. J'ai vu une annonce qui passe à la télé pour un certain médicament et ce qui m'a horripilé un peu, ce qui m'a fait dresser le poil sur les bras, c'est la femme regarde avec son ami puis elle dit « Ah, ça c'est moi il y a 5 ans, ça c'est moi il y a 3 ans, puis ça c'est moi aujourd'hui. » Du genre, j'ai pris du poids. Et puis, elle s'en va voir le médecin, puis le médecin dit, c'est pas de votre faute. L'obésité, c'est une maladie chronique. Mm-hmm. Je ne sais pas. Moi, ça m'a touché personnellement. Je me dis, mais voyons donc, on n'est pas malade. On n'est pas atteint d'obésité, me semble. Je ne sais pas si je me trompe.
Mais, Bien là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'existe pas une réponse à cette réflexion-là ou à cette question-là. Les professionnels ne s'entendent pas, mais c'est une conception à la base qui se veut quand même bienveillante. Les personnes qui ont développé en fait cette conception-là, que l'obésité, c'est une maladie chronique, ce qu'ils voulaient en fait, c'est justement d'enlever le stigma de la responsabilité. Que si tu es obèse, tu as un problème, puis c'est à cause d'un comportement alimentaire ou d'une pratique d'exercice physique que tu ne fais pas. Eux autres ont voulu enlever ça puis dire c'est beaucoup plus complexe que ça. Et ils ont voulu faire comprendre, et ils continuent encore, que la composante génétique, elle est primordiale dans cette compréhension-là. Et donc, que pour travailler avec une personne qui présente une obésité, on doit travailler sur un plan multifactoriel. Fait que tu vois, à la base, là, quand on comprend cette réflexion-là, on dit ouais, ben c'est quand même pas fou, hein? C'est ça qu'on essaye de faire. On veut enlever le lien que ben, mange moins, puis bouge plus. On veut enlever ça. Fait que ça, là, je trouve que ça fait du sens. Maintenant, là où le bas blesse, c'est justement que ça l'envoie. Puis ça, c'est ma perception, mais il y aurait plusieurs professionnels qui ne seraient pas d'accord. C'est qu'on envoie le message, justement, que la personne, elle est malade. Et donc, on doit la traiter. En d'autres mots, chaque personne qui présente une obésité doit être traitée, on doit éliminer ce poids-là. Fait que c'est là où est-ce que quand on travaille plutôt en acceptation corporelle, on se dit OK, mais on veut quoi? On veut comme éliminer l'obésité de la Terre? C'est là où est-ce qu'on se dit, là, il nous manque quelque chose. Puis où est-ce que toutes les approches du type la diversité corporelle, health at any size, every size, qui nous encourage plutôt à voir que la santé, elle est possible, peu importe le poids. C'est là où est-ce que là, on se dit, OK, ben, avec la conception de la maladie chronique, on n'est comme pas là. Et puis, ce qui m'a aussi interpellé dans cette annonce-là, c'est qu'après ça, on dit, ben, on va vous donner un médicament, on va vous donner une pilule, puis ben, ça devrait. Mais ils disent avec une pilule et votre volonté. Mais je me demande où mettons, la volonté, est-ce qu'elle est plus importante que la pilule? À quel point la pilule peut faire effet à ça? Ouais. C'est quoi son importance, là? C'est là, je trouve, où malheureusement, en voulant peut-être bien faire, on encourage un stigma. On est en train de dire en fait que si ça ne fonctionne pas, donc si cette personne-là prend le médicament et demeure au poids X, c'est parce qu'elle n'avait pas assez de volonté. Alors, on est en train de lui remettre la faute, ce qui est faux et ce qui est dommageable. Tu sais, au niveau de la stigmatisation, là, juste les jugements là, qui sont portés à travers la société, ça a énormément d'effets néfastes sur la population. Peu importe qui, là, peu importe son poids, ça a beaucoup d'impact négatif. Alors, je trouve que malheureusement, on a comme manqué le bateau. Je n'ai pas vu l'annonce, puis je comprends pas, puis je connais pas le médicament dont tu parles, mais juste le fait de rentrer la volonté, en fait, dans la balance, je trouve que c'est possiblement très dangereux. Là. Puis aussi, l'acceptation corporelle, ça peut mener non seulement à... Bon, on a parlé de troubles alimentaires, mais ça peut mener à d'autres choses aussi. Je parlais d'auto-sabotage en début d'entrevue. J'écoutais justement Les Simpsons la semaine passée. Et puis, Mo, qui lui se trouve laid, mais archi laid, avait rencontré une femme qui voulait être lui, qui l'aimait, mais lui s'auto-sabotait. Et puis, à un moment donné, il y a une scène assez forte où il se regarde dans son miroir, puis il y a une réflexion de lui-même qui lui dit, ben non, oublie ça, les belles femmes sont pas attirées par des gars laids comme nous. Tu vas finir tout seul. Puis, à un moment donné, il prend un bâton de baseball, puis il frappe dans le miroir, puis finalement, il brise le miroir. Puis là, ça y redonne chaque parcelle qui reste encore, il lui donne une autre réflexion de lui-même qui dit finalement tu vas être tout seul, tu vas finir ta vie, et puis il s'en va se cacher justement dans la cabane de bois de Bart, puis en position fétale, puis à un moment donné, il dit, Homer vient le voir, puis il dit écoute là, il dit si elle veut de toi, ben essaye, hein, essaye encore, tu sais, puis il dit, puis même quand il la demande en mariage, elle dit oui. Puis il dit, ah non, c'est bon, OK, c'est beau, je m'en vais. Elle dit, ben non, t'as dit oui. Elle dit, ben oui, j'ai dit oui. C'est justement, puis de voir ça, ça m'a fait penser, j'ai dit, mon Dieu Seigneur, ça peut aller loin
dans la psychologie, justement, dans notre façon dont on s'auto-sabote. Oui, mais tu sais, en fait, ce que tu parles, c'est qu'on n'est plus juste dans l'image corporelle, on est vraiment sur la représentation de soi. Donc, mon estime personnelle, qu'est-ce que je vaux en tant que personne? Puis là, en fait, c'est très triste comme histoire, mais tu dépeins quand même une certaine partie de la population qui sont comme convaincus de ne pas mériter l'amour, l'affection des autres. Ça existe. C'est pas juste l'image corporelle, par exemple, mais c'est sûr qu'on voit un lien. Les personnes, justement, qui sont persuadées de ne pas mériter, bien, donc au niveau de l'estime, c'est beaucoup plus faible de mériter l'amour des autres, bien, c'est sûr qu'ils sont un petit peu plus à risque. Tu sais, je parlais de morceaux de casse-tête tantôt, plus à risque de présenter l'image corporelle. Et en fait, ce qui risque d'arriver, c'est qu'ils vont concentrer toute leur estime par rapport à leur image. Fait qu'à partir du moment que l'image ne correspond pas au modèle unique de beauté, bien, ça y est, je ne vaux plus rien. Puis c'est là aussi où est-ce qu'il y a une erreur de pensée. Il y a beaucoup de personnes qui viennent nous consulter qui vont dire si au moins je peux ressembler à ça, si je peux perdre ce poids-là, puis enfin être beau ou être belle, je vais pouvoir me trouver un chum, une blonde, je vais pouvoir me trouver un emploi, je vais pouvoir réussir ma vie. Écoute, la beauté a le dos large, là. Puis en fait, malheureusement, ce que les personnes se rendent compte, c'est que si jamais ils réussissent, parce que souvent, c'est voué à l'échec parce qu'on n'a pas de contrôle, très peu de contrôle sur notre poids, si jamais ils réussissent à modifier une certaine partie de leur apparence, de leur poids, bien souvent, ils se rendent compte que ben non, on n'a pas plus de chum ou de blonde, puis non, on n'a pas plus d'emploi, parce que ça ne peut pas appartenir tout à l'image. Tes compétences t'appartiennent, tes qualités t'appartiennent, l'estime personnelle, c'est important de le développer. Donc, la connaissance de soi, je ne suis pas en train de parler de beauté là-dedans, là. C'est beaucoup plus large. C'est ça qu'on se dit, la beauté, ça. Ce que ma mère me disait souvent, la beauté, ça n'amène pas à souper. C'est vrai, dans le fond, on se rend compte que finalement, il y a des gens qu'on regarde et on dit, mon Dieu, tu sais, c'est pas le paragon de beauté, mais il attire. La personne rentre dans une pièce et puis elle dégage un certain charisme qui te fait oublier sa beauté corporelle. Ben, j'ai le goût de te dire que c'est plate qu'on l'oublie dans le sens où ce qu'on veut, en fait, c'est d'élargir notre conception de la beauté. C'est de pouvoir, tu sais, dans le fond, à la question, c'est quoi la beauté? On veut pouvoir rentrer là-dedans plein de qualificatifs. Oui, certains qui ont peut-être un lien avec l'apparence, mais beaucoup en lien avec les qualités, les compétences, toutes. Et on va se quitter là-dessus pour le premier segment. J'aimerais remercier tous ceux qui sont à l'écoute via ma TV ou via TVC Basse-Lièvre. On est sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube. On a une page Facebook aussi. Venez nous voir là-dessus. Merci. Eh bien, c'est fou comment on peut en parler, puis on peut en parler longtemps. On va revenir justement sur changer notre perception de la beauté. Et puis, Oui. je me suis peut-être mal exprimé tantôt, mais c'est justement ça. Les personnes qui sont peut-être pas belles selon le Modèle unique. stigma, le modèle Ouais. unique, mais qui dégagent un charisme. On les regarde puis on dit, on les voit beaux. Ce que je disais qu'on oublie ça, mais ça rentre que tu as le goût d'être avec cette personne-là. Peu importe ce qu'elle, peu importe l'aspect physique qu'elle a, tu as le goût d'être avec cette personne-là. Parce que on ne focus pas sur ce qu'elle a l'air, mais sur ce qu'elle est en grosse partie, je dirais en totalité. Exactement, toute sa personne. C'est ça qui est important dans le fond. On est des êtres humains. Fait que l'important, c'est de développer un lien ensemble, c'est d'apprendre à se connaître. C'est sûr qu'au niveau de la première impression, on le sait que le cerveau fonctionne comme ça. C'est un stimulus visuel, auditif, fait qu'on va regarder. Mais après, il faut se donner la chance d'apprendre à se connaître. Et on le sait que pour développer un rapport plus positif avec son corps, donc pour avoir une image corporelle plus positive, on veut, entre autres, développer une conception de la beauté qui est beaucoup plus large. Donc, la générosité, ça fait partie de la beauté. Le charisme, ça fait partie de la beauté. On veut pouvoir rentrer plein de caractéristiques là-dedans, justement, pour ne pas se centrer uniquement quand on parle de modèle de beauté unique. Là, c'est comme 3-4 caractéristiques physiques, point final. On ne veut pas ça, on veut élargir.
Et puis en élargissant, comment est-ce qu'on peut y arriver en élargissant ça? Parce que justement, au premier abord, au premier aspect, si la personne n'ouvre pas la bouche, on ne sait pas, on n'a pas l'idée qu'elle a des qualités merveilleuses et puis que finalement, j'allais dire une bonne personne. Bon, ça, c'est un terme un Une, peu galvaudé, là. Mais tu sais, que une ça, belle oui, personne, oui, une oui. belle personne. Et ça, si on le voit, j'ai connu des gens qui, bon, n'étaient pas, comment dire, tu sais, dans le standard de beauté de la modèle unique, mais comme je disais, on s'assisait avec cette personne-là, on commençait à jaser, mais ça demande une certaine implication, Oui, justement, puis une de la ouverture personne. d'esprit. Oui, absolument. Une ouverture d'esprit, c'est sûr que c'est un effort collectif. Il y a pas une personne qui peut porter sur ses épaules à elle seule le fait que, bon, ben là, on va comme élargir le concept de beauté, là. Je pense que c'est un effort collectif à faire, puis ça prend une ouverture d'esprit. Je pense qu'à la base, il faut être prêt à justement se confronter. Donc, soi-même, là, pas se confronter entre nous, mais plus soi-même de dire, OK, moi, personnellement, c'est vrai, je pense que je suis plutôt limitée. Puis pour moi, la beauté, c'est très restrictif. Est-ce que je suis prête en tant que personne à me remettre en question, puis à apprendre à connaître les autres vraiment pour ce qu'ils sont en tant que personne? Je pense qu'à la base, on part de là. Puis après, ben, c'est se donner des occasions pour apprendre à se connaître. Pas vrai qu'en 2 minutes, tu apprends à connaître quelqu'un. Alors, est-ce qu'on peut justement discuter ensemble? Est-ce qu'on peut avoir des intérêts communs? Est-ce que je peux essayer pour vrai de comprendre et de connaître cette personne-là? Fait que ça demande beaucoup d'écoute et d'ouverture d'esprit. Puis après, ben pas après, en même temps, plus comme parallèlement, je pense qu'il faut que j'accepte de diminuer mon exposition au modèle unique. Alors, si on prend justement les réseaux sociaux parce qu'ils sont assez importants, est-ce que je peux accepter de limiter mon accès à des comptes qui sont contraires au cheminement que j'essaie de faire? Parce que là, tu vas t'en aller à gauche pendant qu'il y a quelque chose qui s'en va à droite. Alors, est-ce que je peux me désabonner de certaines pages qui ne font que montrer le modèle unique, puis justement contrebalancer avec des pages où est-ce que j'ai accès à une diversité corporelle? Mais c'est difficile parce que on dirait que est-ce qu'on est attiré Mm. par ce modèle-là, par cette image-là? Euh, Notre œil, est-ce qu'on est conditionné à ce point-là pour que notre œil soit attiré vers des personnes de ce modèle unique-là qui, comme on disait, change avec les époques? Je sais pas, ça se peut. J'entends bien du monde me dire, ben moi, ça ne m'attire pas pantoute parce que justement, je ne me reconnais pas. Fait que ça me rebute plus que d'autres choses. En même temps, ce qu'on connaît de la psychologie sociale, c'est qu'on est souvent à la recherche, sans trop s'en rendre compte, de stimuli, pardon, qui vont venir confirmer notre façon de penser. Hmm. Fait qu'il y a peut-être ça aussi dans la balance. Alors, c'est pas confrontant finalement de regarder ça parce que je pense de même. Fait que ça fait juste comme continuer la chaîne. C'est sûr que d'être exposé à de la diversité corporelle, quand j'aime pas ça, quand c'est pas comme ça que je pense, quand je suis plus fermée puis je veux demeurer là, dans mon modèle unique de beauté, ben c'est sûr que là, je vais avoir beaucoup plus d'énergie à dépenser pour m'ouvrir à ça. C'est pas impossible, mais c'est là où est-ce que, là, je pense que ça part d'un effort individuel, là. Je pense qu'en quelque part, il faut que la personne soit prête à s'ouvrir, là. Mais est-ce qu'il ne faut pas partir ça de bonne heure? Comme on disait, les parents ont une influence directe sur cette perception-là. Les parents, est-ce qu'ils ne doivent pas, justement, à partir de l'enfance, la petite enfance, commencer à dire ça? Mais ça, comme on dit, ça prend une ouverture d'esprit de la part des parents pour que ça se transmette de génération en génération. C'est là que c'est Exactement. difficile. Exactement, c'est là où est-ce que, en fait, ça serait beaucoup plus simple. Donc, que ça soit déjà inculqué dans les valeurs familiales. Un enfant qui va grandir avec des valeurs de diversité corporelle, qui va apprendre que l'important, c'est de répondre aux besoins de son corps. Quand il va apprendre que il peut manger quand il a faim, puis qu'il est capable d'arrêter de manger quand il n'a plus faim, quand il va avoir été exposé à une variété d'aliments, quand on va l'encourager à goûter, quand on va... Fait que dans le fond, il va vivre toute sa vie là-dedans. Ça va être beaucoup plus simple pour lui de poursuivre versus un adulte à 40, 50, 60 ans qui a grandi dans un milieu contraire. Puis là, il faut qu'il réapprenne
Ça, c'est difficile. C'est pas impossible, là, mais c'est difficile. Il, Alors oui, ça commence en enfance. il faut vraiment se donner comme société cette mission-là parce que, comme on l'a vu, ça s'échelonne sur des années, puis ça peut créer un paquet d'autres problèmes puis qu'on soupçonne même pas. On- Il faut se donner la mission, mais il faut aussi se donner les moyens. Fait que, tu sais, dans le fond, je prends juste ton émission ou tes émissions en ce moment. Ça, c'est des moyens concrets. Il faut qu'on en parle. J'ai écrit des livres. C'est justement ça le but. On fait des conférences dans les écoles. Ça, c'est un autre moyen. Des émissions où est-ce qu'on va exposer à la diversité corporelle, c'est un autre moyen. Fait que oui, il faut qu'on soit prêt. Fait que se donner de la mission puis avoir une ouverture d'esprit, mais il faut aussi des initiatives concrètes pour faire bouger les choses. Hey, l'image corporelle, je me revois, moi, enfant, jamais on parlait de ça à l'école, jamais on a eu des cours sur l'image corporelle. Puis pourtant, dans le développement de l'enfant, c'est primordial comme impact. C'est lié de même à l'estime de soi. Puis pourtant, on parle beaucoup d'estime de soi. Alors, on a besoin d'en parler beaucoup plus parce que ce qu'on sait, c'est un peu ce que tu dis, c'est que ça commence très tôt en enfance, les insatisfactions corporelles. Puis malheureusement, ce qu'on sait, c'est que ça l'augmente. Ça l'augmente, ça l'augmente, ça l'augmente. L'enfant arrive à l'école primaire, puis il y a une augmentation un peu plus flagrante parce que là, on arrive avec les amis, puis la comparaison sociale, elle augmente. Ça va continuer d'augmenter jusqu'à avoir un apogée à l'adolescence. Puis là, après, ben, ça ne redescend pas, ça va continuer à se stabiliser jusqu'à l'âge adulte. Puis c'est encore présent à l'âge adulte. La seule différence qu'on voit, c'est qu'à l'âge adulte, on commence à s'en foutre un peu. Fait qu'on n'est pas moins nécessairement insatisfait, fait qu'on est autant insatisfait, mais on commence à lâcher prise dessus, mettons. C'est ça un peu la différence à l'âge adulte. Fait que c'est assez présent là, au niveau de la société, dans nos vies, l'insatisfaction corporelle. oh, ben, ça me fait sourire parce que c'est justement ça. Je l'ai vécu moi-même. Puis ça, en étant exposé à la télé, eh ben, justement, c'est comme, je ris souvent, je passe, puis bon, je tourne les chaînes, et puis bon, encore ma grosse face à la TV. Mais j'en ris, parce que bon, à un moment donné, j'ai compris que je pouvais pas rien y changer. Tu sais, si je veux changer de visage, ben, il faut littéralement que je me coupe la face, que j'en remette une autre. Tu sais, on peut pas y remédier. On est là, et puis, ben, il faut vivre avec. C'est ça qui est plate à dire. Mais à un moment donné, on a le corps qu'on a, on a le corps qui nous a été donné. Mais tu sais quoi, je t'écoute puis je me dis, je trouve ça plate qu'on trouve ça plate. Tu Ouais. sais, ben, il faut bien que je vive avec, là, c'est mon corps. C'est plate à dire ça. Hey, on est un être humain, on vit, notre corps change, puis on a un corps qui nous appartient. Je trouve ça plate puis dommage qu'on soit confronté encore et encore à des images qui ne nous ressemblent pas, puis que l'impact de ça, c'est qu'on a internalisé qu'on n'est pas normal, qu'on n'est pas correct. Je trouve ça triste. C'est ma grosse déformation professionnelle, mais je trouve ça triste qu'on soit là. Puis c'est pour ça que les initiatives en termes d'image corporelle sont vraiment importantes pour sortir de ça, pour enfin se dire, bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est tous corrects. On a tout un corps différent. Mm. Puis c'est bien correct. Tout le monde est beau, là. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il faut dire. Tout le monde est beau. C'est pas parce qu'on a qu'on ne fit pas dans le moule, comme on dit. Ben, quel est le moule? Dans le fond, c'est quoi la normalité? Il n'y en a pas. Oui, mais tu sais, ça, c'est intéressant parce que la normalité, c'est un terme de société. Ce qui est normal, c'est la majorité. Puis quand on sort de la norme, quand il y a un écart par rapport à la norme statistique, c'est ça qu'on qualifie d'anormal. Fait que c'est sûr qu'on s'en sortira pas dans le sens qu'il va toujours avoir des normes, il va toujours avoir un modèle de beauté, mais il faut être capable de voir outre ça. Puis surtout, on peut se positionner. On peut se dire, ben moi, je ne fit pas là-dedans par choix. Je ne veux pas. Je porte ce que ça me tente de porter. Je me maquille si ça me tente de me maquiller. Je me peigne parce que moi, ça me fait du bien, mais pas par obligation de société. Mm. Je regardais justement la série Sans rendez-vous sur Internet. Et puis, il y a quelqu'un, un jeune homme là-dedans, qui est non-binaire. Et puis, Mm.
il se cache dans le fond de sa blonde parce que, justement, elle dit, ben, c'est pas parce que pas parce que j'ai le goût de mettre une robe que, nécessairement, j'aime pas les femmes. Puis, même sa conjointe ne le comprenait pas. Et puis, même à l'intérieur de la clinique, c'est une clinique de santé sexuelle, l'histoire, et puis, il y a des gens, des docteurs même, ben, pas qui l'harcelaient, mais tu sais, qui le narguaient un peu, là, à cause de ce qu'il est. Mais dans le fond, il est un être humain comme tout le monde. Et puis, il a bien le droit de se mettre du maquillage. Puis même, je pense que je regardais le baseball et puis j'ai noté quelque chose. Il y avait un receveur qui avait du cutex sur ses ongles. Je ne sais pas, qu'il y avait une marque sur ses ongles, justement pour que le lanceur le voit mieux. Mais je me dis, est-ce que c'est du cutex qu'il y a sur ses ongles ou quelque chose comme ça? T'sais, on s'entend, c'est viril, le sport. T'sais. Puis, ben, non, ça doit être parce que justement, pour se faire voir. Puis, même à ça, s'il avait le goût de s'en mettre, il peut s'en mettre pareil. Mais ça fait réagir. Oui. Ça fait réagir, puis c'est normal que ça fasse réagir. On est dans une société, je reviens souvent, c'est le mot-clé d'aujourd'hui, ça a l'air, là, on revient avec des normes. Fait que c'est normal que ça fasse réagir. Je pense que l'important, c'est l'étape qui vient après. Fait que c'est d'être capable de dire, de prendre conscience que, oups, ça me confronte. C'est vrai, c'est un peu différent, beaucoup différent. Maintenant, comme tu dis, ça reste une personne humaine. On est tous humains, puis on a tous des choix. Puis c'est ça qu'on veut justement inculquer à nos enfants, que tout est correct. Ça tente d'en mettre du cutex, ben t'en mets du cutex. Puis ça tente de porter une robe, tu portes une robe, ça finit là. C'est comme ça qu'on va se développer en concordance avec nos intérêts, avec nos valeurs, puis on va devenir une personne authentique. Et puis, j'ai abordé pas vraiment le sujet, mais je veux y venir, les fameuses chirurgies esthétiques. Parce que j'imagine que c'est en lien direct avec si on fait faire des chirurgies, notamment, bon, on va parler de Botox, beaucoup chez les femmes. Ça commence chez les hommes aussi à être pas mal Oui. intéressant chez les hommes aussi. Les hommes, ils voient certaines choses. Puis on s'entend, le Botox, ça n'a pas été créé pour ça du tout. Ça a été créé pour, généralement, les migraines à la base. Mais là, on se rend compte que, bon, avec ça, les augmentations mammaires qui sont, je pense, une des chirurgies, sinon la chirurgie la plus faite là, au niveau esthétique, si je ne me trompe pas. Peut-être le Botox vient... C'est dans les plus Dans les plus, ouais. fréquentes, mais je ne me souviens plus c'est laquelle. C'est sûr que les chirurgies esthétiques, en fait, c'est vraiment une réalité très importante. De par son accessibilité, elle n'est pas présente chez tout le monde qui présente de l'insatisfaction corporelle. Puis c'est pas non plus, tu sais, dans le fond, c'est un des moyens. Le moyen le plus fréquent, en fait, quand on souffre d'insatisfaction corporelle, c'est le contrôle du poids. C'est celui-là qui revient le plus souvent. La chirurgie esthétique, c'en est un autre. Maintenant, tu sais, il y a beaucoup, je pense que l'important, c'est d'aller voir c'est quoi le besoin qui est sous-jacent dans ces chirurgies-là. C'est sûr qu'on en revient à de l'esthétique, c'est de la chirurgie esthétique. Fait que oui, il y a un lien avec l'image. Ce qu'on remarque, par exemple, c'est que ce n'est pas tout néfaste. Alors, il y a certaines personnes pour qui ça va calmer une certaine détresse et ça va finir là. Malheureusement, on voit par exemple qu'il y a une partie de la population en chirurgie esthétique pour lesquelles ça ne finira pas là et il va y avoir une répétition en fait d'interventions. Ce n'est pas toutes des chirurgies, des fois le Botox, c'est une intervention esthétique où est-ce que ça va être répétitif parce que l'effet n'est pas permanent. Et la personne est comme un peu dans un conditionnement. Alors, on va chercher ce moyen-là, ça fonctionne à court terme, je me trouve belle, je corresponds au modèle de beauté que je veux. Et là, ben, quand l'effet s'estompe, ben, je recommence. Tu sais, si pour cette personne-là, ça fonctionne, puis c'est ça qu'elle veut, ben c'est son choix. C'est un choix très personnel. Si on le regarde sous l'angle thérapeutique, sous l'angle détresse liée aux insatisfactions corporelles, ben on conclut en fait que la chirurgie, c'est plutôt comme un plaster. Alors, c'est pas quelque chose qui va aller... on n'est pas dans un objectif d'acceptation corporelle, là. On est dans un objectif de modification corporelle. Fait que c'est important d'aller voir, tu as répondu à quel besoin quand tu es allé, puis c'est tout ça que tu voulais. Ça l'a-tu travaillé ce que tu voulais que ça travaille? Parce que dans le fond, ça devient, on le dit, ça devient plus profond que ça. C'est pas seulement du miroir. C'est vraiment, comme on disait, de penser qu'on est
dans un système, dans une société qui promouvoit ça, est-ce que nous autres, c'est juste pour fitter dans la gang ou c'est plus profond que ça? Ça vient. Oui. Il y a, peut-être pas chez tout le monde, qui vont faire des chirurgies, mais j'ai vu un cas aux États-Unis, une femme qui décidait, même au péril de sa vie, de se faire augmenter les seins d'une manière absolument incroyable. Je pense qu'il y avait plus de lettres dans l'alphabet pour dire son bonnet, tellement que c'était immense. Et C'est puis sûr même, que ses enfants c'est lui disaient ça. Lui disaient, maman, son fils disait, maman, pourquoi tu fais ça? Pourquoi Mhm. tu vas jusque-là? Mais c'est sûr qu'il y a des extrêmes dans tout, là. Hum, Tu sais, je pense pas que c'est représentatif de la clientèle en chirurgie esthétique, cet extrême-là. Il y a certaines personnes, je pense entre autres aux personnes qui ont été malades, qui ont été amputées, qui ont eu certains effets secondaires physiques suite à, je sais pas moi, des accidents. C'est sûr que c'est une clientèle, des fois, qu'on va retrouver en chirurgie esthétique, puis où est-ce qu'on va entendre qu'il y a eu une ou deux chirurgies et que c'était fini après, que le besoin, en fait, c'était comme un peu de retrouver leur corps et que la chirurgie a aidé à ça. Fait qu'on n'est pas tant, c'est sûr qu'il y a un lien avec le modèle de beauté, on ne peut pas l'exclure à 100%, mais ces personnes-là, ce que j'entends ou ce que j'ai retenu, c'est beaucoup plus où est-ce que je veux retrouver mon corps d'avant. Alors, ça l'a calmé cette détresse-là. un Fait peu que ça, comme c'est comme une partie de la clientèle. Un peu comme les femmes qui ont subi des mastectomies suite à un cancer du sein. Ça, Exactement. et puis souvent, ça redonne, pas une estime, mais ça redonne une. C'est Je ça. retrouve mon Qui je corps. suis, dans le fond. Exactement, exactement. Ce qui est différent de chirurgie ou d'intervention esthétique qui sont uniquement reliées à défaire les signes de l'âge. Tu sais, veux pas, là, je veux dire, elle n'existe pas la fontaine de jouvence, là. On vieillit, puis le temps y avance tout le temps. Fait que c'est sûr que ton corps va vieillir, puis c'est tout à fait normal qu'il vieillisse. C'est comme ça que le corps vieillit, avec des rides, la peau, ça change. Alors, quand on est dans des interventions esthétiques pour contrer un effet normal du vieillissement du corps, c'est là où est-ce qu'on se dit, ben si tu choisis cette voie-là, tu n'es pas fini, là, parce que tu finiras jamais de vieillir, là. Non, puis surtout, on s'entend, ça coûte des sous. Là. Il y a un coût à ça assez important. Il y a des gens Ouais. qui vont dépenser des dizaines de milliers de dollars justement Oh, pour ouais. contrer les. Et puis les compagnies, ben, ils sont pas folles. Il y a de l'argent à faire là. Fait qu'on on va vous en promouvoir des crèmes, puis des ci, puis des ça, puis C'est la anti-âge, même anti-ci, anti-ça. chose. C'est la même chose avec l'industrie de l'amaigrissement. Tu sais, ça fait longtemps qu'ils l'ont compris, là, qu'il y avait de l'argent à faire là, là. Écoute, c'est des milliards et des milliards et des milliards année après année, puis pourtant, ça fonctionne pas. Tout le monde le sait. C'est pas grave, ils continuent à faire des profits pareils. Et puis, est-ce que chez l'homme, justement, est-ce qu'on en parle encore beaucoup de ce qu'on a entre les deux jambes? Souvent, est-ce que c'est encore un facteur qui revient dans la non-appréciation? On va parler, bon, les seins chez les femmes, des fois, il y en a qui n'aiment pas leurs seins. Il y a quelque chose à faire là. Bon, il y a des chirurgies, mais chez l'homme, il n'y a pas grand chirurgie Ben, qui existe. Est-ce que c'est encore c'est pas une manifestation qui ressort au niveau des insatisfactions OK. corporelles. Maintenant, je serais vraiment très intéressée à entendre une sexologue parler parce que je suis persuadée que c'est quand même quelque chose, peut-être au niveau de la performance plutôt sexuelle. Je suis certaine que ça ressort d'une certaine façon. Mais si la question, puis ça, c'est plus mon expertise, c'est lié à l'image, c'est pas absent, mais c'est pas une des manifestations principales. Ah, d'accord. Au moins, ça, justement, ça serait intéressant, justement, du côté sexologie, à voir, parce que justement, c'est des choses qu'on parle pas, c'est caché, ça se voit pas, et puis, Mhm. justement, il y a des gens qui peuvent peut-être être insatisfaits de ça, de ce côté-là, mais qui en Mhm. parleront pas. Et Mhm. puis, Ou qui OK. vont aller consulter peut-être plus en Hmm, sexologie. Fait que je n'ai OK. pas accès nécessairement à ces personnes-là. Mais je ne serais pas surprise, par exemple, qu'il y ait quelque chose. Parce que c'est sûr que, tu sais, si on rentre un peu dans la pornographie, il y a des belles études qui ont été faites en lien avec l'image qu'on reçoit pornographique, qui est très, il y a un écart avec la réalité au niveau de la texture de la peau, au niveau justement de la longueur du pénis, par exemple. Alors, il y a vraiment un écart entre l'image à laquelle on est exposé, la réalité quand je me regarde dans le miroir, puis oui, ça peut avoir un impact sur des insatisfactions corporelles. Est-ce qu'on l'a mesuré?
l'impact de la pornographie et de l'accessibilité aussi? On s'entend que c'est partout, là. Oui, je ne serais pas capable de te dire de statistiques, mais oui, il y a des études qui ont été faites sur l'impact que ça avait et surtout aussi sur les attentes. L'étude à laquelle je pense, c'était sur les attentes chez les ados, en fait. Si leur exposition à la sexualité, c'est de la pornographie, ça va modifier leurs attentes en termes, exemple, de durée de la relation sexuelle. Alors, eux autres vont peut-être s'attendre justement à retrouver, comme par exemple, le corps d'une femme qui ressemble à la pornographie, puis à avoir une relation sexuelle qui va durer à peu près 3 semaines et quart, là, avec l'exposition qu'ils ont eue, ce qui est totalement faux. Ça marche pas de même. Flash news. Mais, tu sais, fait qu'elle a l'impact qui a été mesuré, mais ça, je pense à une étude là, que j'avais lue sur le sujet, mais je suis persuadée qu'il y en a vraiment plein d'autres, là. Parce que, comme on disait, ça touche l'acceptation corporelle, ça touche un paquet de choses. Puis chaque aspect de notre corps peut être un objet d'insatisfaction. Notre grandeur, notre largeur, notre grosseur, si on a des... Comme personnellement, j'avais des problèmes de peau étant adolescent, j'en ai encore aujourd'hui. Fait qu'à un moment donné, on se dit, ben, comment on en vient à s'accepter? Oui. Bien, tu sais, en fait, c'est important ce que tu dis parce qu'effectivement, le corps, c'est large, il y a beaucoup de choses. Est-ce que c'est la peau? Est-ce que c'est la grandeur? Mais ce qu'on sait, par exemple, c'est que le poids demeure le thème principal. Fait que quand on étudie toutes les insatisfactions corporelles qui existent, c'est le poids qui vient en premier lieu. Maintenant, comme tu le dis, c'est important de savoir que c'est quand même une liste, puis il y a beaucoup d'autres choses, dont toute la liste que tu as nommée. Mais on retient que le poids, c'est quand même le premier. Après, comment on fait pour s'accepter? Bien, c'est quand même de prendre conscience au début des comportements qu'on met en place. Donc, tu sais, en d'autres mots, l'investissement, là, les pensées qui sont dans ta tête de je m'aime pas, je devrais changer, le régime que tu essaies de suivre, tout ce que tu mets en place pour modifier puis contrôler ton poids, ton corps, tes insatisfactions, je pense que c'est nécessaire d'avoir une prise de conscience à ce niveau-là pour être capable de les diminuer. Parce qu'on n'arrivera jamais à accepter notre corps. Tu sais, je parlais de gauche puis de droite tantôt. Là. Si tu travailles bien comme il faut, là, puis tu lis plein de livres là, parce que tu veux accepter ton corps, mais par exemple, en même temps, ben, tu essaies de contrôler ton alimentation, tu es déconnecté de tes signaux corporels, tu essaies de modifier ton apparence, ben là, tu t'en vas à gauche, puis en même temps, tu t'en vas à droite. Tu vas faire du beau sur place. Fait que c'est important de prendre conscience de ça. Après, reprendre contact avec son corps. Il nous parle. C'est quoi les signaux? T'as-tu faim? Mange. T'as-tu plus faim? Arrête de manger. T'es-tu fatigué? Va te reposer. T'as mal à la tête? Prends congé. Alors, on essaye d'écouter ce que le corps nous envoie comme signal, puis de lui donner ce dont il a besoin. Alors, on revient beaucoup à ce qu'on appelle les principes de l'alimentation intuitive. 10 principes, en fait, qui sont liés, oui, à l'alimentation, mais aussi à la pratique d'exercice physique pour le plaisir, à l'importance d'accepter son poids naturel, à l'importance d'accepter son corps, à la gestion des émotions. Fait que quand tu es stressé, non, tu ne manges pas un sac de chips. Une fois de temps en temps, ce n'est pas grave, mais si tu es stressé, il y a peut-être quelque chose qui a à faire avec ton emploi, avec les conflits que tu vis. Quand tu es triste, tu as besoin de réconfort, tu n'as pas besoin de manger une part de gâteau. Alors, la gestion des émotions, c'est un apprentissage en soi, mais c'est important. Alors ça va vraiment être... Mais c'est long, là, tu sais, je te parle d'un cheminement, ce n'est pas quelque chose qui arrive de même, mais c'est quand même des choses qu'on essaye de mettre en place, puis on se fait accompagner si on a besoin d'aide, il n'y a aucun problème avec ça, puis on développe tranquillement, pas vite, des nouvelles habiletés. Ben là-dessus, c'est un message vraiment d'espoir. Je te remercie beaucoup, Marie-Michel, d'avoir accepté notre entrevue. Et puis, on va continuer. C'est pas un domaine où on va arrêter demain matin. Je pense que tu vas avoir du travail pour le restant de tes jours. Essayer que les gens s'acceptent. Puis finalement, on est tous humains, on est tous beaux. C'est ça qu'il faut envoyer comme message. Merci. Exactement. Merci. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos émissions.